reprends mon fil. En ce qui concerne les médias. Les médias, oui. Ouais, pour revenir, puisqu'on revient au fil du truc. Les médias sont tellement importants, est-ce que vous ne pensez pas, dans notre système, qu'il faudrait mettre un système pour vérifier les médias, comme dans la police des polices, il faudrait peut-être un système au-dessus. Oui, bien sûr. Dans le plan C, on a, mais bon, c'est pour vous donner la réponse que nous avons imaginée pour l'instant, dans l'état actuel de notre réflexion, mais on a imaginé pour l'instant une chambre citoyenne, une chambre de citoyens tirée au sort pour chacun des organes. Une chambre de citoyens tirée au sort qui contrôle le gouvernement, une chambre de citoyens tirée au sort qui contrôle les juges, une chambre de citoyens tirée au sort qui contrôle les médias, une chambre de citoyens tirée au sort qui contrôle la banque centrale et la production de la monnaie. Je vous sens dubitatif sur le tir au sort, vous vous dites qu'ils ne sont pas compétents. Je vous vois venir. Saint-Omer a écrit un bouquin, j'en parle tout le temps, c'est un super bouquin ça. C'est la deuxième version, le premier était un bouquin noir qui s'appelait Le pouvoir au peuple. Ce bouquin s'appelle Petite histoire de l'expérimentation démocratique et il donne plein d'exemples de gens tirés au sort qui prennent des très bonnes décisions, tout à fait compétents. Ils ne sont pas compétents au moment où ils sont tirés au sort, mais une fois qu'ils sont tirés au sort et qu'ils savent qu'on compte sur eux, il y a le regard des autres là, on compte sur eux, il ne faut pas qu'ils se gourrent, il ne faut pas qu'ils se trompent. On compte sur eux. Et on leur sera très reconnaissant, ça va être super important. S'ils le font bien, ça va être super. Et bien ces gens-là, ils regardaient la télé, ils faisaient des vannes à la con dans la télé. Vous n'auriez jamais dit qu'ils étaient capables d'écrire quelque chose de bien. Ils avaient l'air cervelés, ils avaient l'air idiots. Vous avez dit, attends, il est idiot celui-là. Non, non, non. Donnez-lui une responsabilité, comptez sur lui. Comptez sur lui, vraiment. Attention, pas faire semblant comme ils désignent des assemblées consultatives et puis on n'en tiendra pas compte. Ben là, oui, les gens ne se donnent pas de mal. Non, non, quand vous les tirez au sort pour de bon, les gens se donnent du mal et c'est leur travail qui les rend compétents. Ils ne sont pas compétents, c'est pas la science infuse, c'est leur travail qui les rend compétents. Et puis ils ne sont pas seuls, ils discutent, ils progressent. On peut aussi tomber sur des gens qui savent très bien où ils veulent aller à l'encontre de l'intérêt. Alors, on peut tomber sur des affreux. Donc, on peut tomber sur des abrutis, mais on peut se tomber sur des affreux. Et si on tombe sur des affreux, ils savent ce qu'ils veulent et ils vont tricher. Mais le problème, c'est que quand vous tirez, enfin, la réponse à ça, c'est que quand vous tirez au sort, vous ne tirez pas au sort une personne, vous en tirez 100 ou 200. Alors, vous n'allez pas avoir 200 affreux. C'est pas le ratio. Vous tirez au sort 200 personnes, vous n'avez pas 200 affreux. Quand on tire au sort quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui était là pour avoir le pouvoir, parce qu'il était tiré au sort. Voilà. Dans la politique professionnelle, quand on tire au sort, c'est pas pour lui donner le pouvoir de décider. En tout cas, c'est pas lui qui a voulu le pouvoir. Contrairement à lui qui l'a voulu, oui, absolument. Professionnel qui, lui, a tout fait pour arriver au pouvoir et pour trahir le peuple. Donc le risque d'avoir un affreux est tout à fait réduit quand on tire au sort. Alors que quand on élit, je vous laisse décider le ratio d'affreux que vous allez avoir, mais c'est vrai qu'il est très élevé. Alors ils deviennent professionnels le temps... Comment Mais alors ils deviennent tirés au sort professionnels le temps d'une année, le temps d'une assemblée. Alors ça doit être le temps d'une assemblée. Ça doit, voilà, dans les expériences démocratiques, dans l'expérience dont parle Saint-Omer, ils sont tirés au sort pendant... Alors, ils travaillent ensuite pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans. L'expérience de la Colombie-Britannique est tout à fait spectaculaire. J'adore cet exemple, c'est enthousiasmant. En Colombie-Britannique, à Vancouver, à l'ouest du Canada, ça allait mal. Une corruption généralisée, mauvaise constitution, le peuple pas content. Et un élu, après avoir perdu une élection, a promis que s'il était réélu, il a fait une colère, corruption, la prochaine fois si je suis élu, je désignerai une assemblée constituante et je la tirerai au sort parce qu'il y en a marre que sur les professionnels qui écrivent des règles pour eux-mêmes. Je le dis à ma manière, mais c'est ça qu'il disait. Alors je regarde cette expérience, je dis attends, ça c'est vachement intéressant, ça il l'a fait. Oui, il a été élu, il l'a fait. Donc il a été élu, il a désigné une assemblée constituante, alors il n'a pas écrit malheureusement c'est pas toute la constitution, mais c'est quelque chose de très compliqué, très technique, c'est le mode de scrutin, les circonscriptions électorales, toute la façon d'élire les représentants. Donc tout le code électoral. Donc c'est un morceau quand même. Donc les gens expliquent aux journalistes ce qu'ils ont vécu, l'espèce de tremblement de terre au moment où tu es tiré au sort, et il va falloir que tu écrives toi, et puis ça rigole pas, c'est toi qui vas écrire, mais on va le proposer au référendum après. Hein. Et c'est pas pour rire, quoi. Tu vas vraiment écrire une partie de la constitution de ton pays. Ils expliquent les bouleversements, la peur, panique,
Et puis ils en parlent entre eux, ils voient qu'ils peuvent s'aider, il y en a qui connaissent un peu, ils se mettent à lire, ils se mettent à se renseigner, finalement c'est pas inaccessible, il va falloir bosser, comprendre les enjeux, oui, il y a plusieurs sortes, scrutin majoritaire, scrutin proportionnel, les seuils, le vote blanc, ils réfléchissent à tout ça, et finalement, c'est malin un cerveau humain, c'est vachement efficace un cerveau humain, ça marche vachement bien, ça change. Quand vous faites confiance aux gens, ils changent, et un cerveau, ça évolue, c'est-à-dire que vous ne saviez rien sur le sujet, mais au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines à bosser comme une brute, mais vous commencez à bien connaître le sujet. Et alors, après, donc... Ah oui, ils arrêtent de travailler, on les paye, mais je vous rappelle qu'on a repris le contrôle de la création monétaire, donc on est pété de thunes. Donc on n'a pas de problème de financement, on les paye, oui, on les paye, et on leur garantit le fait qu'ils vont retrouver du boulot. Ça m'a échappé, pardon. Oui tout ça, c'est dans l'idéal, mais là, actuellement, on fait quoi? Ah non, mais là, actuellement, dans un piège à rats, c'est affreux. Ah non, mais ce dont je vous parle, non mais que ce soit clair, que je vous déçoive pas à la fin, que je vous déçoive tout de suite, je n'ai pas de solution immédiate. Parce qu'on est très mal barré quand même. Hein. Les 200 ans de gouvernement représentatif ont permis aux riches de s'enquister dans l'univers politique d'une façon tellement profonde que c'est à se demander quel est Chignot qui va nous débarrasser de cette saloperie. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'on va y arriver. Il me semble que nous pourrions y arriver. Je crois avoir trouvé comme un antidote, un truc. Si vous voulez, il y a toujours eu des riches qui ont toujours été malfaisants. Oh là là, il va fort aujourd'hui, Chouard. Pourquoi il dit ça là? J'ai entendu une émission super la semaine dernière, que je vous recommande, vous devriez aller voir ça. C'était, on est quel jour? Samedi? C'était pas hier vendredi, c'est vendredi d'avant. Donc c'était le 27, on était en avril, 27 avril. 27 avril, France Inter, la tête au carré. La tête au carré, il y a un médecin généraliste qui a pris 10 minutes. Il faut aller sur le site de France Inter et écouter ça, de la minute 31 à la minute 41, c'est de l'or. Il y a une expérience scientifique, avec des protocoles bien, qui demanderaient à être fouillés, ouais, admettons, et qui démontrent le manque de moralité des riches. Et c'est ceux qui ont un 4x4 qui ne laissent pas passer le passant, qui passe. Il y a plein d'expériences comme ça, et qui montrent que même un pauvre qui devient riche, devient immoral, devient cynique, il se met à tricher dans les tests. Vous savez, les pauvres, on joue au dé, et en fait, les dés sont pipés, ils ne peuvent jamais être 5 et 6. Donc, chacun dit les résultats qu'il a eus. Et donc, tu joues, puis tu dis des résultats. Et les pauvres, ils ne trichent pas. Et les riches, ils trichent, ils disent des choses qui ne sont pas possibles. Les trucs sont pipés, c'est pas possible ce qu'ils disent. C'est marrant. Donc, il y a plein de tests. Il faut écouter. Et puis alors, les conclusions du Toubib sont bien pensées, bien formulées. Et il manquait ma pièce de poste derrière. C'est-à-dire que si effectivement les riches sont les pires, sont vraiment les plus asociaux, les gens qui sont en fait incapables de suivre l'intérêt général, plus ils sont riches, plus ils sont égoïstes et plus soucieux des autres. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il nous faut pour nous sortir du pétrin? Des institutions. Mais en même temps, les riches disent, moi j'ai travaillé. Mais tout le monde travaille, c'est quoi cette histoire? Mais c'est une arnaque, oui, les riches disent j'ai travaillé. Et ils ont travaillé 2000 fois plus que les autres, c'est pas vrai. Non, regardez, les patrons vous prenez le patron de L'Oréal, vous prenez le patron de Monsanto, vous prenez le patron de n'importe quelle multinationale. Du jour au lendemain, vous le virez, vous mettez son second. Ça marche très bien, hein. Mais Ils ont fait plein d'études. Oui, mais attends, mais le second, il ne gagnait pas le même salaire. Ouais. Ah ben, tu peux faire pareil tout de même, il gagne trop d'argent. Mais il gagne de l'argent, vraiment, il gagne de l'argent non pas parce que ils le méritent, ils gagnent de l'argent parce qu'ils se sont mis dans des situations de pouvoir qui leur permettent de le voler. Parce qu'ils l'héritent. En plus, ils l'héritent. Il y a une bonne formule que j'ai jamais dite en conférence, qui est de Scutener, qui était un nanar avec des formules vraiment sympas, qui disait « Chapardage et héritage sont les deux mamelles de la richesse ». Chapardage et héritage sont les deux mamelles de la richesse. Scutener, il s'appelle, très
stimulant bonhomme. Qu'est-ce qu'on disait? On disait les médias, je ne rentre pas de mon film. Pour le tirage au sort. Donc si on fait une assemblée... si on fait une assemblée constituante tirée au sort. Voilà, il y a un livre que vous aviez cité. Un livre que j'avais cité. Les partis politiques de Robert Michel. Oui. Sur la loi des reins de l'oligarchie. Oui. Et ça ne pourrait pas s'appliquer aussi, qui parle le mieux, etc., qui pourrait financer. Oui. Lui, après, ne peut pas forcément le pouvoir, mais influencer ses vues ou d'autres choses. Excusez, je vais répéter la question au micro. Ça permet de rejoindre un peu sa Tout le monde a entendu ce qu'il a dit? Peut-être si tout le monde a entendu, c'est pas la peine, mais juste il citait Michels qui a fait un excellent bouquin sur les partis politiques. Il parle d'une loi oligarchique qui, par la mécanique de l'organisation hiérarchique, pousse les organisations, pousse les membres du parti, malgré eux, ça les dépasse. C'est l'organisation hiérarchique qui conduit à la prise de pouvoir d'un ou plusieurs chefs, de quelques chefs qui maîtrisent tout et qui finalement deviennent les propriétaires, les décideurs uniques dans le parti. Et c'est vrai qu'on risque d'avoir ça dans toutes les organisations, donc y compris dans les organismes tirés au sort. À mon avis, il y a deux réponses à ça. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux qu'aujourd'hui. Première réponse. Deuxième réponse, je pense qu'il faut du temps pour que ces lois se mettent en place et qu'une assemblée dans laquelle vous auriez non pas 0 Robespierre, mais une poignée déjà, si vous en aviez 10% de Robespierre, vous mettrez un Bronx du diable dès qu'il y en a un qui se met à devenir le chef, vouloir devenir le chef, et qui protégerait en fait qui gênerait la dérive. À la longue, il finirait par se faire écarter, mais pendant le temps de travail de la Constitution qui n'est pas très long, ça va durer 6 mois ou un an, je pense que ça n'aura pas le temps de morpionner l'Assemblée constituante. Mais celui qui parle le mieux, c'est pas forcément un ennemi. S'il parle le mieux, mais qu'il est défenseur comme Robespierre parlait très 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 bien. Et s'il est bien intentionné, c'est super qu'il parle bien, il fait gagner du temps, il dit bien les choses. Non, mais oui. Mais nous avons notre faculté de jugement, nous avons notre discernement, et nous sommes probablement capables dans l'Assemblée constituante de voir qui parle bien et de surveiller. Et puis quand il déconne, on est libre, hein, on vient d'être désigné, on est tous tirés au sort, on est égaux, et puis les assemblées tirées au sort, elles produisent leur propre règlement intérieur, elles se régulent elles-mêmes. Les humains sont pas bêtes, hein, ils sentent tout de suite qu'ils ont besoin d'une organisation, et ils produisent eux-mêmes l'organisation. Et ça ne se réunissent pas en secret, tout le monde regarde, absolument tout le monde regarde. Hein. Mais, excusez-moi. C'est des objections, mais à mon avis, pas rédhibitoire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, le plus important, c'est peut-être l'esprit critique de chaque individu qui serait le plus informé, je dirais. Oui. Et ça, ce serait peut-être la garantie d'une constitution qui soit bien menée. Oui, vous êtes conscient qu'on est des millions quand même, hein. C'est-à-dire que... mais je suis d'accord, hein, c'est vrai que c'est notre esprit critique à chacun d'entre nous qui va nous servir de meilleure protection. Dans une assemblée constituante tirée au sort dans laquelle il y aurait un leader qui essaierait de tout décider à la place des autres et d'imposer ses idées, il y a une objection qu'on me fait sur le forum ou sur le blog quelquefois, c'est de dire on est tellement habitués depuis longtemps à être des serviteurs volontaires, à accepter, à être dociles, à être gentils, et à nous laisser faire par ceux qui veulent le pouvoir et qui ont du charisme, de l'autorité. On est tellement habitués à baisser les yeux devant ces gens-là qu'on me dit, attends, tu vas tirer au sort des gens qui vont baisser les yeux et qui vont se faire manipuler par le premier leader venu. Je l'entends, cette objection. À mon avis, c'est moins grave quand même que l'Assemblée dans laquelle il y a un conflit d'intérêts sur 100% des membres. Donc c'est moins grave quand même. Et puis comme vous disiez, si tout le monde regarde et qu'on peut protester quand on voit, mais attends, il est en train de tout décider à la place des autres, lui. On peut nous tempêter peut-être. Hein. Donc, celui ou ceux qui mettront en place ce processus constituant et le protégeront. Imaginez que ce soit un candidat à l'élection présidentielle qui soit animé par ce projet, qui va juste mettre en place ce processus constituant, le protéger et ensuite s'en aller une fois que les institutions sont mises en place. Ce gars-là ferait attention, ce gars ou cette fille ferait attention à ce que tout le monde puisse regarder le processus constituant pour empêcher que ça dérive et ça dysfonctionne. Je reprends mon fil un peu. On va voir qu'on pourra dire si on n'a pas fini, c'est pas grave, mais
sur les contre-pouvoirs, j'ai une ligne spéciale sur la Cour des comptes. Vous savez que la Cour des comptes existe, que c'est un organe important et utile de nos institutions. Simplement, il n'a pas de pouvoir d'ester en justice, il n'a pas le pouvoir d'attaquer les organes dont il étudie minutieusement les malversations ou les erreurs. Et il faudrait simplement lui donner beaucoup de pouvoir d'investigation, de poursuite judiciaire. Il ne faut pas que ce soit le même qui lance les poursuites et qui punisse. Il ne faut pas que ce soit la Cour des comptes qui puisse punir un pouvoir, sinon il va devenir le pouvoir lui-même. Par contre, il faut qu'il puisse lancer des actions judiciaires. Le point 17, constitutionnalisation du mode de scrutin. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre le mode de scrutin dans la Constitution? Pour que les élus ne puissent pas le toucher. Parce que pour l'instant, c'est les élus qui décident eux-mêmes la manière dont ils vont être élus. D'abord, c'est eux qui décident que ce n'est pas le tirage au sort et que c'est l'élection. Ah, c'est normal que les élus préfèrent l'élection, hein, je les comprends. Ce n'est pas des pourris. Ils sont en conflit d'intérêts, donc c'est normal que les élus préfèrent l'élection. À mon avis, ce que l'Assemblée constituante aura prévu comme mode de scrutin, il faut qu'elle le mette dans la Constitution et pas dans un code législatif. Parce que pour l'instant, le code électoral, ce n'est pas la Constitution, ça peut se modifier par loi ou par décret. Donc, à mon avis, le mode de scrutin, il devrait être dans la Constitution. Et puis, vous verrez tout à l'heure, enfin sur la page d'après, vous verrez que sur les modes de scrutin, si nous avions notre mot à dire, on ne se contenterait pas de ce vote à la hache du vote majoritaire. Est-ce que vous avez vu quand même la pauvreté de la façon dont ça se passe? Regardez notre présidentielle. D'abord, c'est choquant de nommer une personne qui va tout décider, qui est un déjà, on devrait se débarrasser de ça. Bon, mais peu importe. Même, imaginez que parmi nous, en France, on ait un gars bien Robespierre, un gars qu'on veuille. Mais c'est pas lui, vous pourrez pas le désigner lui. C'est pas lui, vous allez avoir une décrapule qui a abandonné toute sa morale, toutes ses convictions, toutes ses amitiés, il a tout trahi pour arriver à la tête, il a bien montré que lui, il est servile, docile, il mérite d'être chef de parti et d'être élu finalement. C'est ça le système de l'air. Enfin bon, j'exagère peut-être, mais enfin, on dirait un filtre qui nous trie les pires. Mais si nous étions libres de le désigner une personne, ce serait pas bête d'avoir un bonhomme qui serait plus vertueux que les autres, bien surveillé quand même, mais que nous pourrions choisir, bon, bah, pourquoi pas quand même ça. Alors, donc, mais le mode de scrutin, la façon de le désigner devrait être beaucoup plus fine. Si vous voulez, par exemple, là, il y avait beaucoup de candidats, une dizaine, une quinzaine. On pouvait donner juste une voix, tout ou rien. C'est lui, et puis les autres, je m'en fous complètement. Et si on avait un vote à points? Un vote à points qui avait été pensé par Condorcet, qui avait trouvé un paradoxe d'ailleurs, mais enfin pour désigner un bonhomme c'est déjà beaucoup mieux. On a des points, on a 12 points positifs et 12 points négatifs. Et puis on les distribue. Alors si lui on l'aime bien, on lui donne ses 12 points. Ouais, on peut, si on veut, donner les 12 points à un bonhomme. Mais on peut aussi dire, bon lui j'aime bien, je donne 8 points, puis les points j'ai répartis ensuite sur les autres. Et puis il y a les points négatifs. Oh là là, lui j'ai très peur. Alors je lui mets 12 points négatifs. Attendez, mais vous ne pouvez plus être élu s'il y a des gens qui vous adorent. Mais s'il y a aussi des gens qui vous détestent, ben vous n'êtes pas bon pour la concorde, vous. C'est pas bête, ça. Ben pour la concorde, il y a la moitié qui vous adore, bon, ça c'est plutôt bien, et la moitié qui vous déteste, ça c'est pas bien, donc ben, comme il y a les points négatifs, le vote à points nous permettrait de nuancer notre volonté, de dire plus qu'à la hache, je donne, lui c'est mon Dieu, voilà, c'est lui, c'est, ben, qui pense comme ça? Personne. Qui vote pour lui en disant c'est sûr, ça va être super, et puis les autres c'est tous des abrutis. Non, c'est pas comme ça. On pourrait très bien nuancer avec vote à points. Alors les encartés pensent comme ça peut-être. Ouais. Oh, mais même pas, peut-être même pas. Remarque si quand même. Quelqu'un qui est dans un parti, il va te donner tous ses points à son chef, ouais, mais sûrement. Peut-être pas. Peut-être faut lui faire les pieds. Hein. Bon, je sais pas. Bon, choix des candidats populaires et libres. J'ai découvert un. Vous savez, on nous dit Cuba, c'est la dictature. À Cuba, c'est la dictature. Oh, mais il a parlé de Cuba sans dire que c'était une dictature. Oh, lui, c'est sûrement un fasciste ou un communiste ou un stalinien. Eh bien, j'ai découvert qu'à Cuba, vous savez qu'il y a un parti unique. Bon, ça, c'est pas terrible, hein.
Mais c'est pas le parti qui désigne les candidats aux élections. Il y a des élections. Ah ouais, dans la dictature, en général, c'est pas des élections. Hein. Enfin bon, il y a des élections. Ah, mais il y a des candidats. Oui, il y a des candidats. Et c'est le parti qui désigne. Non, 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 non. C'est pas le parti qui désigne. Il n'a jamais désigné les candidats à Cuba. Ah bon? Non, alors on ne me l'a pas dit, ça. Ben oui, on ne me dit pas. Alors, comment ils font pour désigner les candidats? Eh bien, c'est les gens entre eux qui disent au boulanger, toi, t'es bien, toi, c'est toi qui vas t'y coller la prochaine fois. Oh non, tu déconnes, j'ai du boulot. Non, non, c'est bien. Et puis, à force, ils font pression, ils disent, si, c'est toi. Et c'est les quartiers qui décident eux-mêmes des gens qu'ils aiment bien, qui veulent pousser comme on poussait. Ben, pour la Révolution française, c'est comme ça que ça marchait. Hein. Il n'y a pas de candidats dans la Révolution française. Hein. Les candidats, on les raccourcissait. Donc, il n'y avait pas de candidats. Mais par contre, ils étaient poussés, ils attendaient si le mot gloire était important pour eux. Alors aujourd'hui, c'est ridicule, ils travaillent pour la gloire, ridicule. On ne devrait pas faire ça. Parce que la gloire, ça amène les gens à la vertu. Le souci de gloire, c'est pas mal. Regardez-vous, quand vous donnez du mal sans argent. Et ne me dites pas que ça n'arrive pas, ça vous arrive tout le temps. Tout le monde fait ça, sauf quelques malades mentaux qui travaillent que pour l'argent, mais on n'arrête pas de se donner du mal pour rien, pour pas d'argent, juste pour la gloire. Mais c'est pas la gloire, c'est pas la peine d'être dérisoire, c'est pour le regard sympa des autres qui disent c'est sympa. Le fait qu'ils soient contents, c'est notre récompense. C'est ça qu'on appelle la gloire. Eh bien, c'est très bien ce truc-là, c'est un moteur vachement plus sympa que le pognon. Hein? Hein? Oui, c'est ça, ouais. Alors, respect du vote blanc. Je continue, j'avance, je glisse. Point 19, respect du vote blanc. Alors, je vous rappelle que le vote blanc, vous finissez avec moi qui parle, hein. Attends, c'est pas bien, il faut m'interrompre, il faut prendre la parole, hein, comme ça, sinon, moi, je m'arrête pas. Hein. Le vote blanc, vous vous souvenez, c'est un vote de protestation, c'est un vote qui sert à dire « Eh, mais il n'y a que les affreux, là. Je veux... Non, je veux qu'ils rentrent chez eux. Je ne les veux pas, j'en veux aucun. Je veux qu'ils rentrent chez eux. » Le vote blanc, ça sert à dire ça. Le vote blanc, ça devrait, c'est un vote de protestation. Ça ne sert pas à dire « je m'en vais, je m'en fous ». Non. Le vote blanc, ça sert à dire « rentrez chez vous, j'en veux d'autres ». Ou bien, si ce n'est pas des candidats, si c'est des questions, un référendum, vos questions, elles sont idiotes, posez-moi d'autres questions. Le vote blanc, ça sert à protester. Eh bien, si nous écrivions nous-mêmes notre Constitution, au lieu que ce soit des professionnels de la politique qui ne veulent pas qu'on les foute dehors, évidemment, je me mets à leur place. C'est pas des affreux, c'est juste qu'ils sont en conflit d'intérêts. Évidemment, ils ne veulent pas qu'on puisse les foutre dehors lors de la prochaine élection en disant vote blanc massif, tous ceux qui s'abstenaient, ils s'aperçoivent que maintenant le vote blanc va être compté, eh bien ils vont voter blanc et ils vont nous mettre dehors. Non, ils ne veulent pas. Mais si c'est nous qui écrivions la Constitution, on écrirait quoi dans la Constitution pour ce qui concerne le vote blanc? On écrirait le vote blanc est décompté, point. Dans le cas où le vote blanc obtient la majorité, il n'y a pas besoin de dire si elle est relative ou absolue, ça dépend des élections. Les élections dans lesquelles celui qui gagne c'est absolu, d'autres élections dans lesquelles celui qui gagne c'est relatif, ça dépend des tours, ça dépend... Il suffit de dire la majorité. On écrit donc. Dans le cas où le vote blanc est majoritaire, l'élection est annulée, les candidats rentrent chez eux et on en met d'autres à la place. On peut le dire avec d'autres mots si on veut, mais j'ai alors, ben oui, et alors c'est infini. Vous ne voulez pas de représentants? Non mais attendez, si la majorité dit c'est tous des nuls, c'est tant mieux que ça dure. Ça veut dire qu'ils en mettent, ça va. Mais vous allez voir que si nous écrivons nous-mêmes notre Constitution, regardez le point d'avant, nous pouvons choisir nous-mêmes les candidats. Donc si vous voulez, ça va ensemble le truc. Les votes blancs vont en avoir moins. On en a besoin dans un contexte où on a l'impression qu'on se fait enfumer à tous les coins d'articles de Constitution. C'est incroyable, partout il y a des pièges, partout on organise notre impuissance. Donc on se met à s'accrocher, je vois il y a un parti qui s'accroche au vote blanc, juste au vote blanc. Et je comprends parce que c'est quand même révoltant de même pas pouvoir dire putain mais ces deux-là, ces deux nilos, je veux qu'ils rentrent chez eux, je veux une autre élection. On peut même pas dire ça. Donc ces gens se concentrent en disant si on pouvait dire ça, déjà on éviterait le pire. Bon, j'ai énormément travaillé sur le vote blanc, donc je partage avec eux cette préoccupation, mais ça me paraît pas bien d'en faire. Ils le savent, hein, je leur ai dit, même quand ils m'ont invité pour en parler, je leur dis, je dis pas ça en douce, hein, derrière le dos, je veux dire,
Ils savent que je ne trouve pas ça raisonnable de faire une épine dorsale du vote blanc, parce que vous allez avoir un vote blanc, alors ils vont vous le donner. Bon, et alors, vous avez réglé les injustices sociales avec le vote blanc. C'est trop peu de choses. Dans une bonne constitution, on respecterait le vote blanc, ce qui permet dans certains cas au peuple de dire non, mais ça ne va pas du tout. Et puis, mais vous allez voir qu'il y a tellement d'autres choses que vous allez régler que vous n'en aurez même pas besoin du vote blanc. Interdiction de cumul des mandats, ça on en parle dans les familles, tout le monde en parle dans les familles. Je crois, à gauche, à droite, au centre, tout le monde dit il y en a marre des professionnels de la politique. Mais c'est pareil à Athènes, il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, ils disaient on ne veut pas de professionnels de la politique, on veut des amateurs. Ils ne seront pas compétents, mais tant mieux, c'est justement ça qu'on veut. S'ils deviennent compétents, ils deviennent nos maîtres. On ne veut pas qu'ils deviennent nos maîtres. Donc on veut des mandats courts et renouvelables. Alors ça, on l'écrirait dans la Constitution. Point 20, interdiction de cumul des mandats. S'ils font un truc, ils n'en font pas deux. Limitation du renouvellement des mandats. Donc on peut mettre un renouvellement, 2 renouvellements ou aucun renouvellement. Ça se discute. Ça se discute. Vous dites aucun parce qu'on est tellement en train de se faire violer qu'on a tellement mal partout, on est tellement écorché qu'on a envie de tout leur retirer. Mais en même temps, il faut se rendre compte que si on a le référendum d'initiative populaire révocatoire qui permet de les virer à tout moment quand on considère que ça suffit, il est bien, il a prouvé qu'il était bien, on le garde. Parce que de toute façon, dès qu'il ne va pas être bien, on va s'en débarrasser. Dès qu'on va s'apercevoir... Oui. Ça permet aussi d'avoir des projets à plus... Ça permet d'avoir des projets à plus longtemps, mais... Ah oui. Non, en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'on est censé décider des personnes qui ne veulent pas avoir le pouvoir. Oui. Et tu prends le pouvoir, sur une courte période. Tu prends le pouvoir qu'on te donne pour une courte période. De toute façon, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt, mais il faut un peu de temps pour qu'il corrompe, oui. Oui, de toute façon, ça marche sur tout le monde. Et ça marche sur tout le monde, oui. Donc, je donne un mandat de 2 ans maximum. 2 ans maximum. Je m'occupe de mes affaires. Voilà. Donc, pas de renouvellement. Pas de renouvellement. Mais en même temps, sous cette condition, il accepte de faire ce boulot. Ou sinon, on refuserait. Oui. Mais, alors je me fais l'avocat du diable, parce que moi je suis évidemment pour le non-renouvellement des mandats, mais je comprends, si vous voulez, je me fais le porte-parole de ceux qui me portent la contradiction dans le forum, ou les blogs, et qui me disent attends, tu tombes sur un mec bien, un Robespierre, un gars, tu n'en trouves pas 36, il n'y en a pas tant que ça quand même. Tant que tu trouves un mec bien, qui te rend vraiment service, qui arrive à formuler ce que tu as du mal d'habitude à dire, lui il te le formule et il reste humble. Il reste humble. Et tu l'observes, tu le vois. C'est pour lui qu'on fait ça. Non, mais c'est pour lui qu'on fait ça, mais... Ah voilà, on peut dire il sera retiré au sort ailleurs. Oui, absolument. Mais entendez quand même que ça a du sens, que si on a mis plein de garde-fous, des vrais garde-fous que nous avons écrits nous, par ailleurs, c'est pas idiot de... Je le dis d'une autre façon dans certaines conférences, quand je parle d'aristocratie, mais de la vraie, si ça se trouve, une véritable aristocratie, ce ne serait pas si mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une aristocratie, c'est absolument, évidemment pas héréditaire, ça c'est du foutage de gueule complètement. C'est une aristocratie, c'est parmi nous, il y en a qui, sujet par sujet, sont meilleurs que d'autres, à ce moment-là de leur vie, et compte tenu des autres, ils sont plutôt bons. Si nous savons les détecter, que nous savons les conduire, les convaincre d'accepter, et que nous savons les surveiller pour que dès qu'ils déconnent, on les retire, c'est pas mal comme régime ça, hein, parce qu'on va avoir des gens bien qui sont aux manettes. Ça se discute, je trouve. Alors bon, il faut réfléchir, mais je sais qu'aristocratie est un mot salopé par les héréditaires, quoi, hein, les faux aristocrates, mais... le mot aristocrate au sens étymologique, ça veut dire c'est les meilleurs qui ont le pouvoir. Et si c'est vraiment les meilleurs, moi j'ai pas peur d'eux, quoi. Hein. C'est des gens bien. Comment? C'était les meilleurs sur le plan militaire, voilà. Mais on n'est pas obligé de garder ces critères-là. C'est déjà inégalitaire. On peut aussi considérer que toute personne va pouvoir progresser et devenir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, va pouvoir devenir compétente et va pouvoir faire ses preuves après. Un système aristocratique serait ouvert aux nouveaux meilleurs tout le temps. Non, enfin, c'est pas incompatible, je crois. Hein. Alors le point 22, c'est le quorum, le taux de participation. Dans la Constitution, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent de s'abstenir demain. Plein. Il y a plein qui disent on s'abstient, c'est des nuls, c'est des affreux qui vont nous trahir, ils sont au service des banquiers, ce qui est vrai, tous les deux. On va s'abstenir pour leur montrer qui c'est le maître.
On dirait, c'est l'enfant qui dit bah, c'est comme ça, je retiens ma respiration. Alors, les parents se marrent, quoi. Retiens-la encore un peu, tiens. N'oublie pas de la retenir encore un petit peu. Ils savent bien qu'il va finir par respirer et que de toute façon, ils s'en foutent de notre abstention. Il n'y a pas de quorum. Il suffirait que le candidat aille voter pour lui, il est élu. Il est élu avec 99,9999% d'abstention. Il n'en a rien à faire. Juste, il n'en a rien à faire. On va lui faire les gros yeux en disant c'est quand même une honte, un scandale, rendez-vous, il n'a aucune légitimité. Ouais, n'empêche que la police, elle lui obéit, l'armée, elle lui obéit, les corps constitués lui obéissent, les institutions lui donnent le pouvoir, il n'y a pas de quorum, et il s'en fiche pas mal. Il va faire le « Oh oui, c'est quand même très gênant, la démocratie est quand même très malade. » Non mais vraiment, l'abstention, je veux bien qu'on parle de l'abstention et qu'on imagine dans des... Mais... Bon, de deux choses une, où c'est vraiment... Ils sont équivalents, c'est vraiment deux salopards les mêmes. Bon, effectivement, là on s'en fout, on est dans un piège à rats. Je ne vais pas développer là-dessus, mais quand même, c'est rare quand même que ce soit exactement les mêmes, quoi. Il y a quand même un qui est pire que l'autre. Je ne dis pas qui. Il y en a un qui est pire que l'autre. Il y en a un qui est pire que l'autre. Il y en a un qui est pire que l'autre. Alors, si vous voulez, ils nous mettent dans une cage, ils nous fouettent, ils nous maltraitent, ils nous dégradent la retraite, tout, ils nous cassent nos hôpitaux, ils nous maltraitent, et nous, il faudrait en plus qu'on dise « Eh tiens, prends ça, t'auras le pire, le pire des deux, tiens. » Il faudrait qu'on en remette nous une couche. Ouais, on n'est pas obligé d'en remettre une couche, on peut quand même... C'est vrai que c'est pas grand-chose, hein, tu choisis entre le salaud A et le salobé, rude comme choix, hein, mais tu peux quand même choisir le moins salaud, quoi. Enfin, en tout cas, pas forcément le moins salaud, mais celui qui va être contre qui ça va être le plus facile de résister. Vous savez, quand ils ont lu Blum, ils savaient que Blum, c'était un faux socialo. Guillemin, merveilleux Guillemin, je vais le laisser au-dessus de la pile, lui. Ouais, super, ce bouquin, c'est une merveille. L'avènement de Monsieur Thiers. Thiers, c'est une bordille finie. Et il y a des lycées qui portent leur nom, des statues qui portent son nom. C'est un scandale absolu. C'est un assassin, un escroc, un voleur, un bandit, un coup de jarret, un gibier de potence. J'ai perdu le fil de ce que je disais. De quoi je parlais devant ça? Blum. Ah, mais Blum, c'est... Alors, Thiers nous explique que les affairistes et les banquiers pendant le 19e siècle, les affairistes et les banquiers, donc les salopards, avaient fait un parti, ils étaient royalistes au dernier degré, ces gens-là. Ils méprisaient le peuple. Alors, mais c'est pas qu'ils le méprisaient, c'était que c'était des esclaves. Ils avaient un parti qu'ils appelaient centre-gauche. Centre-gauche. Quelquefois, il s'appelait progressiste, parti progressiste, parti radical, socialiste, parti socialiste, les affairistes et les banquiers, au 19e siècle. Ouais, c'est les mêmes, quoi. Hein. C'est les mêmes. En tout cas, ils avaient élu Blum parce qu'ils savaient que Blum, il n'enverrait pas la troupe. C'était une différence avec l'autre. C'est vrai que la droite, elle envoie la troupe quand il y a trop de troubles, alors que... Hein? Alors, la gauche aussi, c'est vrai, on va y faire la gauche, la fausse gauche aussi, mais Blum, non. Quand on est descendu des millions en 1936, c'est pas l'élection qui a donné les 40 heures, les congés payés, c'est le fait qu'on est descendu des millions dans la rue et qu'on a occupé les usines. Alors ça, les riches, ils détestent ça. Non, rendez-nous les usines. Et ils sont allés voir Blum et lui ont demandé, alors que Blum avait promis les riches, il avait promis au gouverneur de la Banque de France, qui était en même temps le patron du comité des forges, c'était le comité des forges, c'était le MEDEF de l'époque. Et c'était Vedel, François de Vedel. C'était les mêmes qui étaient les patrons de la Banque de France, qui étaient privés évidemment, qui étaient les mêmes qui étaient en même temps le patron du MEDEF et en même temps je crois qu'il était actionnaire de je ne sais plus quelle banque. Et donc Blum son ministre des Finances avait été voir cet oligarque, il avait été voir Wendel et lui avait promis qu'il ne montrerait pas les salaires,
qu'il ne laisserait pas filer les salaires, alors qu'il avait été élu pour ça. Enfin, c'est un quelqu'un de gauche, quoi. Donc ils le savaient, ça, en fait, les gens, quand ils l'ont élu, et tout de suite après l'élection, ils sont descendus dans la rue, ils ont occupé les usines. Et Blum avait promis qu'il ne montrerait pas les salaires. Et donc il a fallu que les banquiers aillent voir Blum, et il y a les traces, hein, c'est Annie Lacroix-Riz qui donne les traces de ça. Annie Lacroix-Riz, une chercheuse, je vous recommande, un chercheur formidable, il faut regarder ses vidéos, cherchez Annie Lacroix, en un seul mot, -RIZ. Génial, très important la mémoire des luttes qu'elle entretient, comme il y a Guillemin qui entretient la mémoire des luttes. Il y a Annie Lacroix-Riz, je n'ai pas pris le bouquin, il y a un gros bouquin. Enfin, il y a plein, il fait que des gros bouquins. Non, il y a quelques-uns des petits, j'aurais pu prendre un. Non, je ne l'ai pas pris. Je sais pas, okay, peu importe. Il y a Annie Lacroix-Riz, contre-histoire. Il y a Marion Sigaud que je suis en train de découvrir. Une chic fille. Marion Sigaud, je pense qu'on en reparlera. Elle a écrit elle a écrit des bouquins, et elle est en train d'écrire des bouquins pour écrire la contre-histoire des Lumières. Alors, contre-histoire, c'est un mot qui est utilisé par Michel Onfray. J'aime beaucoup Michel Onfray. Je sais qu'il est controversé, mais bon, moi j'aime bien. Je lis, je l'écoute, je travaille, il me fait lire énormément de gens. J'aime beaucoup Michel Onfray qui écrit la contre-histoire de la philosophie. Il écrit la philosophie des vaincus. Il nous rappelle la pensée de ceux qu'on a oubliés et qui avaient des pensées formidables. Donc la contre-histoire qu'écrit Michel Onfray, la contre-histoire de la philosophie, c'est très utile. Guillemin écrit la contre-histoire du gouvernement représentatif. Guillemin nous explique les perversions des possédants à l'aide du gouvernement représentatif pendant 200 ans. Super important. Donc il y en a au moins 10 bouquins. Marion Sigaud est en train d'écrire la contre-histoire des Lumières. Et c'est important. Moi, j'aimais bien Voltaire, le Lucandis, en fait, je ne comprenais rien, je ne voyais pas l'enjeu. Voltaire ne parlait pas que de la religion, il a aussi une doctrine politique. Et la doctrine politique de Voltaire, c'est une doctrine politique de riches. Et en fait, Voltaire et les Lumières, c'est une philosophie de riches. Qui défendait, alors ça s'est ramassé, c'est Guillemin qui nous explique ça, il faut la connaître par cœur, c'est formidable. Voltaire disait, un pays bien organisé. Voltaire, hein, les Lumières. Un pays bien organisé. Et celui dans lequel le petit nombre fait travailler le grand nombre, virgule, est nourri par lui et le gouverne. Il y a le gouvernement représentatif là. Voltaire, les Lumières, et tout est à l'avenant. Alors quand on commence à creuser Voltaire, on trouve que des saloperies comme ça, que ça. Et en fait, quand on creuse l'encyclopédie, Diderot, D'Holbach, je raffole de D'Holbach quand D'Holbach parle des superstitions, c'est immense. Onfray m'a fait lire D'Holbach, je le remercie, c'est vachement utile. Mais quand on regarde la philosophie politique de ces gens-là, Helvétius c'était, je crois, un fermier général. Un salopard qui pressurait les gens d'impôts. Et finalement, la révolution, c'est la révolution des Lumières, c'est la fausse révolution, c'est la révolution des riches, des nouveaux riches qui virent les anciens riches, mais on est complètement à l'écart, nous. Et là-dedans, il y a Rousseau. Rousseau qui écrit le contrat social, qui était pauvre, et qui était catholique, et qui avait tous les défauts pour Voltaire. Et Voltaire qu'on prétend, on présente comme la tolérance, la liberté d'expression. C'est une blague. Il martyrisait ceux qui disaient, mais pas du mal, ceux qui émettaient des petites critiques de Voltaire, se faisaient pourchasser, parce c'était un lèche-botte. Je fasse vachement attention. Il faisait la lèche auprès de tous les puissants, et il avait donc l'oreille des puissants, et il calomniait. Rousseau a été martyrisé pour avoir défendu la cariatide, nous. Et aujourd'hui encore, si vous regardez Rousseau et Sally, Rousseau est par les historiens payé par les riches, qui sont le plus grand nombre. Il y a peu d'historiens indépendants des riches.
C'est cela qu'il faut écouter. Et les historiens des riches veulent nous faire croire que Rousseau a déclenché le fleuve de sang de Robespierre, de la terreur. Ah, la terreur! La terreur, si vous écoutez la conférence que j'ai mise sur mon blog hier, on m'a signalé, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, c'était sympa, ils ont bien fait de faire ça. Sur le forum, on m'a signalé, j'attendais, Guillemin nous parle de Napoléon, juste après la Révolution, enfin, l'assassinat de la Révolution, il nous parle de la Commune, il nous parle de la Première Guerre mondiale, mais il parle beaucoup de la Révolution, mais par la bande. Il nous manquait une conférence sur la Révolution et sur Robespierre. Et là, on a trouvé quelqu'un qui met en main, donc je l'ai relayé, vous alliez écouter ça, il faut aller écouter la conférence de Guillemin sur la Révolution. Donc la vraie, la fausse, Robespierre, c'est enthousiasmant. Guillemin va vous apprendre, si vous ne l'avez pas écouté, vous allez voir, il va vous apprendre plein de trucs très importants sur la vraie révolution, sur cette soi-disant terreur. Alors que Thiers en a tué 10, 20, 30 fois plus, mais massacré volontairement, alors des pauvres jeunes l'ont massacré, et là on ne parle pas de terreur. Et donc, regardez ce que font les philosophes des riches aujourd'hui encore. Ils nous font passer Rousseau comme le grand-père de Robespierre, qui est le grand-père de Staline et du Goulag, quoi. Ben c'est ça en fait que vous voudrez nous faire croire. On voudrait nous faire croire, vous voulez la révolution, vous êtes des sanguinaires, vous voulez encore du sang, on nous fait croire. Restez dociles plutôt. C'est très important. Les contre-historiens, les révisionnistes comme ils les appellent, parce qu'ils ne veulent plus qu'on touche à l'histoire. Maintenant qu'ils ont tout trafiqué, ils ne veulent plus qu'on y touche. Sinon on est négationniste, on est révisionniste. Et là, quand on m'interdit, j'ai envie de le faire. Quand on m'interdit de lire celui-là, ben je vais le lire, moi. C'est mon mauvais caractère, peut-être.